idéalement, quand tu planifies une saison, tu as, selon ton niveau, un, deux ou trois pics de forme où tu sais que tu vas essayer de performer à ton meilleur niveau. Ça, je pense que c'est un des slides les plus importants. C'est comprendre la différence de coût de différents types de séances. Donc, on voit qu'à basse intensité, on a un coût qui est très, très faible. Si on regarde l'axe de l'ordonnée, l'axe des Y à gauche, on voit que c'est le coût en unité arbitraire, hein, 1, voire 2 sur 10 peut-être. Dès le moment où tu passes de cet équilibre local à un équilibre global, tu as un saut quand même assez important en termes de la charge globale que ça impose sur l'organisme, ce qui est normal. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Dès que tu dépasses le deuxième seuil, après, ça part en exponentiel. Donc, comme on l'a vu, on a beau voir dans les études que le sprint interval training, qui est les Wingate que certains ont fait ce matin, les 30 secondes à bloc, le sprint interval training, c'est tout aussi utile que de la basse intensité pour développer certaines qualités d'endurance. Je rappelle que les études, en général, c'est 4 à 8 semaines. Donc, c'est peut-être vrai sur ces 4 à 8 semaines. Après, ma question à ça, c'est toujours combien de blocs de 8 semaines de Wingate tu vas faire avant de te tirer une balle? Pas beaucoup, je peux te le dire. Et donc, on a beau sur le papier se dire, ouais, mais le SIT, c'est super intéressant parce que ça prend pas beaucoup de temps et donc tu peux être super efficient et avoir de très bonnes adaptations. Ouais, mais le coût, c'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Donc après, comment est-ce qu'on organise différents entraînements selon ce que ça va nous coûter? Parce que tu as un capital effort sur la semaine à dépenser. Comment est-ce qu'on va l'organiser? Si tu envoies déjà 2 séances là-haut au casse-pipe, je peux te dire qu'il va plus rester grand-chose pour le reste des intensités de la semaine, si même il y a la place pour le faire. Vous avez certainement déjà entendu parler d'entraînement polarisé, de distribution pyramidale. C'est en fait simplement la répartition de différentes intensités sur une semaine d'entraînement ou sur un bloc d'entraînement. Et il y a toujours le débat de qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'être polarisé? Est-ce que c'est mieux de pyramidal? Bah, ça dépend. Quel est ton événement de compétition? Est-ce que c'est un 5K ou est-ce que c'est un ultra trail? Parce que déjà, les demandes vont pas être les mêmes. Donc le 5K, ça va se trouver dans la haute intensité, dans le rouge. L'ultra trail, ça va se trouver dans le vert, invariablement. Et donc on peut dire que si on prend un autre exemple pour le pyramidal, par exemple le semi-marathon, hein, qui va se retrouver en général entre ces deux seuils en termes d'allure. Donc on pourrait dire que la distribution pyramidale, elle est spécifique pour un coureur de semi-marathon. L'entraînement polarisé ou la distribution d'intensité polarisée serait spécifique pour un coureur de 5K. Pourquoi? Spécifique en termes de l'intensité qu'ils vont produire durant leur sport de prédilection. C'est-à-dire que pendant un 5K, tu es invariablement sur de la haute intensité. Donc, travailler de la haute intensité en polarisé à l'entraînement, ça va être spécifique à ta discipline. D'accord? Voilà. Mais après, voilà, quel est le moment de la saison? Est-ce que je vise un pic de forme tout bientôt, donc je dois plutôt rester dans le spécifique? Ou est-ce que je suis en début de saison et je veux axer sur le général et donc travailler à l'encontre de la spécificité? Hein? Donc, on pourra dire que quelqu'un qui veut performer en semi-marathon, tôt dans la saison, on va plutôt faire une distribution polarisée, travailler les qualités de haute intensité de manière générale, hein, mais ensuite revenir sur du plus spécifique pour qu'il puisse atteindre son pic de forme. Et inversement, j'arrive, pour le coureur de 5000 mètres, première phase de la saison générale ici, phase spécifique là-bas. Idéalement, quand tu planifies une saison, tu as, selon ton niveau, un, deux ou trois pics de forme où tu sais que tu vas essayer de performer à ton meilleur niveau et que tu peux simplement pas optimiser ton année pour être à bloc tout le temps. Ça marche pas. Enfin, tu peux essayer, mais ça marche pas. Donc, il faut choisir. Bah ouais. Et je dirais que plus ton niveau est élevé, moins tu vas pouvoir avoir de pics de forme dans l'année. Parce que plus tu as un niveau qui est élevé et plus tes phases d'entraînement en préparation pour un pic de forme vont être longues.
Et on peut aller même à l'extrême qui est les sports olympiques, où tu as un pic de forme tous les 4 ans que tu essaies de viser. Alors oui, tu en as des intermédiaires, mais ton véritable pic de forme, c'est tous les 4 ans, parce que tu veux aller gagner les Jeux olympiques. Donc, il faut planifier sur 4 ans. Donc, il n'y en a pas une qui est juste et une qui est fausse. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Idéalement, sur une saison, tu vas les toucher les deux, selon si tu es dans une phase spécifique ou une phase générale. Ou dans un sport comme le CrossFit, où pour les compétiteurs, sur le côté endurance, ben, tu vas basculer un petit peu entre les deux pour continuer à développer le haut du tableau, le bas du tableau, le haut du tableau, le bas du tableau. Je vous donnerai un exemple pratique tout à l'heure. Ce qui reste en commun, c'est cette basse intensité. Hein. Peu importe si on parle de développement d'endurance, on va avoir une proportion plus ou moins importante de travail à basse intensité parce que ça ne coûte pas grand-chose, parce que ça va nous aider à récupérer des autres entraînements. Ça forme le socle, hein, on appelle ça le foncier, c'est la base de la pyramide. Ce grand monsieur des sports d'endurance, il nous apporte cette notion des 3 P. C'est Steven Seiler, qui est un coach et chercheur dans plein de sports d'endurance de haut niveau. Les 3 P, performance, physiologie, perception. Il n'y en a pas un qui est mieux que les autres. Peut-être la perception est mieux que les autres. Mais au final, si tu peux, avec tes entraînements, avoir une mesure de perf, puissance, vitesse, une mesure physio, si tu y as accès, et une ou plusieurs mesures de perception, déjà, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Hein, pourquoi se caler juste sur l'une ou l'autre alors qu'on pourrait en avoir plusieurs? Je vous donnerai l'exemple tout à l'heure, mais quand je planifie les séances d'endurance, je te donne des valeurs de watts sur un vélo sur la base de ton profil que je connais, mais je note aussi un RPE pour la séance. Parce que selon la forme du jour, ben, les watts que je t'ai donnés, ils vont soit être trop hauts, soit être trop bas. Mais en notant le RPE aussi, je sais que tu peux partir avec les watts comme notion de départ, en se disant ça va être par là, et après, selon la forme du jour, soit on pousse un peu, soit on tire un peu sur les rênes. Mais idéalement, si on voulait une séance parfaite et la quantifier idéalement, on aurait une de chaque. Et je vous donnerai un exemple d'autorégulation avec ça tout à l'heure. Donc, en tout cas, avoir perf et perception, ça, c'est accessible à tout le monde. Tu regardes les watts que tu as sur le vélo, tu te demandes ce que c'était comme effort, ou tu regardes la vitesse sur le tapis, ou en extérieur sur ta montre, et la perception de l'effort, au grand minimum. Si tu as les trois, c'est génial. Répartition hebdomadaire, ça, c'est une autre notion générale de planification. Ça, c'est ce que je vois beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de s'entraîner dur tout le temps. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on s'entraîne jamais vraiment aussi si dur que ça. On a l'impression, oui, mais ton cerveau, il est super intelligent, sans que tu le saches. C'est-à-dire que si tu essayes d'aller à bloc tous les jours, ben lui, il va te brider, tout simplement, comme tu brides un scooter ou une moto. Il va pas te laisser aller à ton vrai 100%, parce que sinon, tu vas te faire mal. Donc, il te bride à 80, disons, admettons. Pour véritablement exploiter ton 100% sur un jour de la semaine, il faut changer un peu cette répartition. À mon avis, si tu te pousses dans tes retranchements plus de 2 jours par semaine, il y a des chances que tu laisses un petit peu de ton potentiel sur la table. C'est-à-dire que tu vas pas véritablement chercher ton potentiel si, disons, 4 fois par semaine, tu vas à la guerre dans tes entraînements. Parce que nerveusement, si tu fais une grosse séance où tu finis par terre à te rouler dans tous les sens, 48 heures, c'est un minimum pour bien récupérer de cette séance. T'as beau te sentir frais le lendemain, tu seras pas à 100%. Donc, invariablement, si tu essayes de pousser à nouveau, ben, tu pourras pas pousser 100%. Tu vas pousser 80, 85 peut-être. Et juste accumuler de la fatigue. Hein, mais il y a cette question de est-ce qu'on essaye de juste générer de la fatigue? Être fatigué, c'est facile. Tout le monde peut créer un programme d'entraînement pour fatiguer quelqu'un. Le truc, c'est de trouver le ratio entre la fatigue qu'on va générer, mais avoir les adaptations derrière. Hein, si on est juste là pour générer de la fatigue, est-ce qu'on progresse vraiment ou est-ce qu'on rend juste les gens fatigués? C'est ça la question. Donc, je pense que c'est bien de se poser la question, quels sont mes jours de priorité d'intensité? Où est-ce que je vais vraiment aller à la guerre? Le reste du temps, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ou qu'il faut que faire de la zone 2.
Il y a énormément de travail de développement qui peut être fait sur les autres jours, du développement technique, du travail de capacité à intensité réduite. Il y a du renfort, de la prophylaxie. Il y a énormément de choses que tu peux faire sur les autres jours. Mais c'est se dire que, voilà, je ne peux pas pousser fort tous les jours. Ça ne fonctionne pas. Et si tu as l'impression de pousser très, très fort tous les jours, c'est que tu y es pas vraiment, en fait.